1 milliard. Plus d'1 milliard de personnes sont aujourd'hui obèses dans le monde. C'est maintenant plus que les 800 millions de personnes sous-alimentées. Et en France, la tendance est la même, le taux d'obésité a doublé en un peu plus de 20 ans. C'est un réel enjeu de santé publique et il y a beaucoup d'autres sujets essentiels quand on parle d'alimentation. Le problème, c'est qu'il y a plein de mythes autour du sujet. Les régimes pour perdre du poids, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai, non, ça marche pas. I think it doesn't work. Of course it works. I've already done it. C'est opération marketing ou quoi que ce soit. Parmi tout ce qu'on entend, il y a des choses complètement fausses, d'autres très vraies, et d'autres où la science a besoin de progresser pour savoir. On fait le tri en se basant sur les meilleurs articles scientifiques du domaine. Générique. Jeûner, c'est mauvais pour la santé. Je dirais vrai. Faux. Je pense que ça dépend, mais je dirais faux de manière générale. Il faut manger, hein. Il faut avoir les calories. C'est ni bon ni mauvais. Voilà, ça dépend de l'état de santé dans lequel on est de base. I don't think it's bad. I think not good. Jeûner, c'est donc ne pas manger pendant au moins quelques heures. Un rythme assez fréquent, c'est le 16-8. Donc jeûner 16 heures quotidiennement et resserrer le temps de repas sur une plage de seulement 8 heures. Ou sinon, jeûner complètement un jour par semaine. Mais est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ou juste un effet de mode ? Cette étude analyse ces deux différents rythmes de jeûne intermittent et d'autres variations. Conclusion, chez l'humain, le jeûne intermittent contribue à réduire l'obésité, l'hypertension, l'asthme, les inflammations comme la polyarthrite rhumatoïde. Et on a même 7 méta-analyses qui fait la synthèse de plus de 130 études pour les personnes en surpoids. Le jeûne intermittent est associé à des résultats favorables étayés par des preuves de haute qualité, comme la réduction du tour de taille, de la masse grasse, du taux de graisse et de sucre dans le sang et de la pression artérielle systolique. Donc jeûner, c'est loin d'être mauvais pour la santé, mais attention, les chercheurs prennent soin de préciser qu'il existe peu d'études pour les personnes en sous-poids, les enfants ou les personnes âgées. Et ça pourrait même être non recommandé pour ces populations, tout comme si vous avez déjà souffert de troubles de comportement alimentaire. Donc si on veut démarrer, il faut le faire doucement et surtout demander conseil à son médecin, bien sûr. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Faux. Avec modération, donc faux plutôt. Ouais, on va dire faux. I think it's good for our health. It's good. Yeah. No, they're not good. You disagree on everything. Ah non. Moi je dis quand même. Non. Pour le laitier, c'est calcium. Hein. Les œufs, ça pousse pas. Hein. Donc pour vous, les produits laitiers, c'est bien. C'est bien. Hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est super dur de ne pas dire cette phrase en chantant. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Parce que la stratégie de communication est vraiment efficace. Et pour appuyer cette image positive, l'industrie laitière a sponsorisé beaucoup d'articles scientifiques. À tel point que même Kurzgesagt, une des plus grandes chaînes de vulgarisation scientifique sur la plateforme, s'est fait avoir. Mike a trouvé qu'une autre de nos études concernant le lien entre la consommation de lait et les maladies cardiovasculaires était en fait sponsorisée par l'industrie laitière. En fait, 65% des gens dans le monde sont intolérants au lactose, qui est le sucre contenu dans le lait. Les bébés ne sont pas concernés, ils digèrent très bien, pas de problème. Mais vers l'enfance ou l'adolescence, certains ne possèdent déjà plus autant de lactase, donc l'enzyme qui aide à digérer le lactose. 65% d'intolérance, c'est la moyenne, mais ça varie beaucoup en fonction des régions. En Europe, on est plutôt donc à 20%, mais c'est pas négligeable non plus. Et cette carte représente la consommation annuelle de lait et de produits laitiers dans chaque pays, inversement corrélée à l'intolérance, et ça on peut le comprendre. Donc si vous n'avez pas de problème de digestion, tant mieux pour vous. Et sinon, c'est pas un enjeu majeur de santé, les produits laitiers ne sont pas indispensables, comme on va le voir dans le prochain mythe. Les végétariens ont plus de cancer. Aucune idée. I think it's false. Yeah, false. J'ai envie de dire faux, j'ai envie de dire autant qu'en population générale. Non, c'est clair. Je sais pas s'il y a des études déjà là-dessus. Aucune idée. Vraiment. Oui, il y a des études et cette méta-analyse fait la synthèse de 96 études. Conclusion, les végétariens et les véganes présentent des niveaux significativement plus faibles pour les facteurs de risque majeurs des maladies chroniques, tels que l'IMC et le taux de graisse et de sucre dans le sang par rapport aux non-végétariens et aux non-véganes. Et on a même des chiffres précis. Cette méta-analyse complète fait l'état d'un effet protecteur significatif du régime végétarien sur le cancer total. Le régime vegan confère un risque réduit significatif
sur l'incidence de cancer total. On peut y voir deux raisons principales. Déjà, la viande rouge est classée par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérogène probable. Les données les plus solides, quoique demeurant limitées, indiquant une association avec la consommation de viande rouge, concernent le cancer colorectal. Il existe également des données indiquant des liens avec le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Et pour ce qui est de la viande transformée, je cite, « Le groupe de travail du CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, a conclu que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal. Une association avec le cancer de l'estomac a également été observée, mais les données ne sont pas concluantes. » Alors attention, l'OMS précise quand même, la viande transformée a été classée dans la même catégorie que d'autres agents causes de cancer, comme le tabagisme et l'amiante, groupe 1 du CIRC, cancérogène pour l'homme, mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont tous aussi dangereux. Et une deuxième explication est donnée par les chercheurs, c'est qu'il peut tout simplement y avoir des biais. Peut-être qu'en moyenne, les végétariens font aussi plus attention à leur santé de manière générale, ce qui influencerait les résultats. Pour essayer de contrer ce biais justement, parmi les 96 études, il y en a 10 qui sont prospectives. C'est-à-dire qu'on suit les groupes sur le temps long pour voir les changements, comme une vidéo, plutôt que de faire une photo d'une situation à un instant T. Mais il faudrait plus d'études pour pouvoir estimer et contrôler plus efficacement les biais. Moins de cancer, ça ne veut pas dire non plus que les véganes n'ont aucun problème ni carence en moyenne. Et d'ailleurs, cette revue d'études conclut, l'apport en vitamine B12 chez la majorité des véganes est significativement plus faible que les recommandations. Et l'apport en calcium est plus faible que les recommandations. Conclusion, il y a tous les cas possibles. On peut être non végé, végé ou vegan et être en bonne santé. Dans tous les cas, il faut faire attention aux apports et aux quantités. Mais en moyenne, les végés et les véganes n'ont pas plus de cancer, c'est même le contraire. Le Nutri-Score, c'est utile. C'est utile, mais à prendre avec des pincettes. I think so. I think it's good. Yes, it's good. Good. No, it's not good. No. Nobody cares about. Quand on est russe, on reconnaît le barème ABCD. Quand on est pauvre, non. Le but du Nutri-Score, arrivé en France en 2017, c'est avant tout d'être clair. Parce que si c'est pas clair, on est foutu. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Pour être plus clair, oui, c'est vrai, parfois le faut clarifier un petit peu. Tout à fait. Plus de 90% des Français ont entendu parler du Nutri-Score et plus de 70% le trouvent facile à comprendre. Loin devant l'indice SIGA ou la classification NOVA par exemple, que personnellement je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo. L'impact de ces différents scores peut être important. Parce que plus de 60% font assez attention ou très attention au score, c'est 6 fois plus que ceux qui font pas vraiment ou pas du tout attention. Et on peut le comprendre parce que c'est vrai que c'est galère de comparer tout ce qui est acides gras, dont saturés, glucides, dont sucre, etc. Donc les scientifiques du Nutri-Score combinent les éléments d'une fiche nutritionnelle en une note simple de A à E. Comme ça, on peut comparer deux aliments d'un même rayon, par exemple deux soupes différentes. Et ça n'a pas trop de sens de comparer une soupe et une boîte de biscuits, par exemple, parce que ça ne rentre pas en concurrence quand on choisit ce qu'on va manger. Alors oui, le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs, parce que les connaissances actuelles ne permettent pas de quantifier les impacts de façon précise. Ça ne prend pas en compte non plus le degré de transformation du produit. Pour ça, justement, il y a les indices SIGA et NOVA, qui sont, on en a parlé, peu répandus et mal compris. En tout cas pour l'instant, et c'est étrange parce que le futur du Nutri-Score est à la fois radieux et sombre. En Europe, il fait mouche, il a été adopté en 2021 par la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse, et d'autres pays suivent comme le Portugal plus récemment. Mais en France, des marques comme Danone ou Bjorg protestent contre la dernière mise à jour du Nutri-Score qui est plus sévère sur le gras et le sucre. Bjorg qui affiche à la place le Planet Score, un B tout vert pour leurs biscuits qui aurait eu un Nutri-Score D orange. C'est pour ça que depuis plus d'un an, 320 scientifiques européens demandent à la Commission européenne de rendre le Nutri-Score obligatoire. Pour eux, c'est un enjeu majeur de santé publique. Les régimes pour perdre du poids, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. Non, ça ne marche pas. I think it doesn't work. Of course it works. I've already done it. Pour diminuer le poids, il faut faire le sport. Il faut exercer activité. Les chercheurs de cette méta-analyse publiée dans la revue Nature ont voulu savoir si, en moyenne, les régimes sont efficaces ou pas. Pour ça, ils ont regroupé les résultats de 6 études menées sur plus de 400 personnes en surpoids ou obèses. On sépare les gens en 2 groupes. Le premier groupe suit un régime et le deuxième suit un régime et en plus se met à une activité physique régulière. En fonction des études, tout ça pendant 10 semaines à 1 an. Les résultats varient énormément d'une personne à une autre, mais en moyenne, le groupe 1 a perdu 9,9 kg. Et le groupe 2 encore plus, 13 kg.
Fin du test, et les chercheurs ont juste repris les mesures un an plus tard pour voir à quel poids les deux groupes se sont stabilisés. Conclusion, dans les deux groupes, près de la moitié de la perte de poids initiale a été récupérée après un an. C'est le fameux effet yo-yo, mais au global, les deux groupes ont quand même perdu du poids. En fait, c'est ce que j'appelle le demi-yo-yo ou le yo-yo raté. Vous savez, c'est quand le yo-yo remonte, mais seulement à la moitié, et après, il faut réenrouler la corde pour recommencer. Donc les régimes, ça marchouille en moyenne, et ça c'est positif. D'autres méta-analyses plus récentes ont les mêmes conclusions sur ce demi-yo-yo en moyenne, et toutes précisent quand même qu'il y a beaucoup de variations autour de cette moyenne, parce qu'il y a plein de régimes différents, il y a plein de façons de réagir à un régime, bref, tout le monde n'est pas expert en yo-yo. Les fruits et légumes sont moins nutritifs aujourd'hui qu'il y a 50 ans. J'ai envie de dire faux. No, I don't think so. Ah oui, je crois. La qualité des fruits s'est dégradée. Cette étude au Royaume-Uni est la plus complète et a réussi à remonter même bien au-delà d'il y a 50 ans. Les chercheurs ont étudié l'évolution de la concentration en nutriments de 29 fruits et légumes depuis 1940. Conclusion, à l'exception du phosphore, tous les éléments ont vu leur concentration diminuer entre 1940 et 2019. Les réductions globales les plus importantes ont été enregistrées pour le sodium, le fer, le cuivre et le magnésium. Le cas du Royaume-Uni est loin d'être isolé, au contraire, de nombreux pays ont connu une baisse de la teneur en minéraux de leurs fruits et légumes depuis 1940. Les chercheurs indiquent que 4 facteurs majeurs peuvent expliquer ce phénomène. Déjà, l'effet de dilution. Sur une même parcelle de terrain, on produit davantage de fruits et légumes que dans le passé, donc la concentration en nutriments diminue. La dégradation des sols, notamment à cause des intrants chimiques et des tassements, la sélection des variétés cultivées, orientées historiquement pour maximiser la quantité produite plutôt que la richesse en nutriments, et l'article indique que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère pourrait aussi jouer un rôle, mais plus de recherches sont nécessaires. À garder en tête quand même, le problème majeur, c'est qu'on ne mange pas en moyenne assez de fruits et légumes par jour, parce que ça reste des aliments essentiels pour la santé. Mais cette dilution en nutriments ne fait pas avancer le schmilblick. C'était pour faire avancer le schmilblick. Dans le monde, on mange de moins en moins de viande. C'est vrai. Yes, I think so. More. I think also more. Yes, we eat definitely more meat. Vrai. J'ai envie de dire ça dépend des parties du monde, mais au global, je dirais plutôt que non. Pareil, je dirais non. On regarde depuis 1960. La population mondiale a quasiment triplé et le niveau de vie moyen a plus que triplé. Pourquoi je vous montre ça? Parce que pour chaque pays, plus le niveau de vie moyen est élevé, plus on y mange des protéines animales et non végétales. Ça se stabilise uniquement quand on atteint l'équivalent de 30 000 $ par personne, ce qui est le cas pour peu de pays. Résultat de ces deux augmentations, la production mondiale de viande depuis 1960 a quintuplé. Et le fait qu'il y ait dans certaines villes de certains pays de plus en plus de flexitariens, végétariens, véganes, c'est pour l'instant en tout cas un phénomène d'une petite ampleur comparé à ce mouvement d'ensemble global. Une banane du Pérou, ça émet plus de gaz à effet de serre qu'un steak de bœuf français. Oh, les deux sont dégueulasses. Je ne mange plus de bananes, c'est fini il y a longtemps. Vrai. Vrai. Faux. Après, j'ai pas vraiment les ordres de grandeur, c'est un peu comme ça à l'instinct. Mais... The meat from France costs more, so it's More false. emissions. Pourtant, non, hein, je crois pas. Hein. Parce que quand on élevait les bœufs, il faut dépenser beaucoup de l'eau. C'est exorbitant. Voilà les émissions de gaz à effet de serre pour produire 1 kg de différents aliments. Les résultats sont tirés de la plus grande méta-analyse sur l'alimentation, publiée dans la revue Science. La viande rouge domine le classement, avec le bœuf, l'agneau et le mouton. Les troupeaux uniquement dédiés à la viande ont le plus gros impact. Pour les troupeaux laitiers, donc ceux qui servent aussi à produire du lait, l'impact est plus faible parce qu'on répartit les émissions totales sur la production de viande et de lait, mais ça reste très conséquent. Après ça, on a café, crevettes, fromage, viande de porc, volaille, et la banane est ici. Ça représente donc entre 39 et 116 fois moins d'équivalent CO2. Pourquoi la viande est si émettrice? Voilà le détail des émissions sur tout le cycle de vie de la nourriture, de la production jusqu'à la consommation. Deux phases principales, déjà le changement d'utilisation des sols, surtout s'il a fallu déforester pour avoir la terre agricole, et ensuite la production, et là on parle des engrais, mais aussi de la fermentation, donc la production de méthane dans l'estomac du bétail, c'est-à-dire les rots des vaches. Avec ces deux étapes, on a déjà 80% de l'empreinte de la plupart des aliments. Ensuite, on a tout le reste, donc nourriture qu'on donne aux animaux, transformation de la nourriture, transport, vente au détail, emballage et les pertes et gaspillages, donc soit les pertes pendant la production, soit le gaspillage par le consommateur final. L'impact des pertes et gaspillages est loin d'être négligeable, mais on ne voit quasiment pas le rouge du transport.
il contribue en fait vraiment peu aux émissions. Dans cette vidéo, j'analyse tout. Pourquoi le transport joue pour si peu pour l'alimentation, mais très émetteur quand on parle de transport individuel. Je compare les émissions d'aliments à poids équivalent, mais aussi à protéines ou énergie équivalente. J'analyse l'impact de l'alimentation sur les différentes limites planétaires, biodiversité, eau, utilisation des terres, pollution des sols, etc. La conclusion, c'est qu'il y a des petites variations, les classements globaux et les conclusions ne changent pas. Ce qui compte, c'est la nature de ce qu'on mange, et c'est pas vraiment comment c'est produit. Et j'en profite pour vous dire, si vous aimez cette chaîne, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos et de nouveaux formats qui arrivent. Organic food is good for your health. Yes, of course. Oui, vrai. Bien sûr, mais pour les gens, il y a le moyen de consommation. C'est pas classe populaire à consommer bio. Hein. Moi j'ai été élevé, ça n'existait pas les bio et les pesticides. Bah tu vois, je pète le feu et je suis vieille. Cette méta-analyse sortie cette année dans la revue Nature fait la synthèse de 21 articles publiés sur le sujet. Leur conclusion, la consommation d'aliments biologiques est associée à une réduction des risques cardio-métaboliques et à une réduction de l'exposition aux pesticides. Toutefois, l'impact à long terme sur le risque de cancer reste indéterminé. De futures études à long terme sont nécessaires pour déterminer si une alimentation biologique est supérieure en termes de bénéfices globaux pour la santé. Oui, parfois la science a besoin de progresser pour donner une réponse claire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la population, on ne mange pas assez de fruits et légumes. Donc pour la santé, ce qui est encore plus important, c'est la nature de ce qu'on mange et non pas comment ça a été produit. L'indice glycémique, c'est compliqué. Pas tellement, non. J'ai envie de dire faux. Enfin, c'est comme tout, enfin, si on explique, c'est pas compliqué. Glycemic index, what's that? It's the... It's complicated. C'est pas vraiment compliqué, mais surtout c'est beaucoup plus facile à expliquer en français. L'indice ou index glycémique d'un aliment, c'est une note entre 0 et 100 qui traduit à quel point le taux de sucre dans le sang augmente quand on le mange. Dans les heures qui suivent, est-ce qu'on a plutôt une bosse ou un pic? S'il y a trop de sucre dans le sang, le corps sécrète de l'insuline pour réguler, qui se transforme et va soit directement dans les muscles si on est à l'effort, et sinon, surtout, dans les graisses. L'indice glycémique, ça remplace en quelque sorte la classification de sucre lent, sucre rapide, qui était beaucoup moins précise. Par exemple, le pain, considéré comme sucre lent, a en fait un indice glycémique très élevé, surtout le pain blanc. C'est là qu'on retrouve aussi, par exemple, les sodas, tacos, sirops, frites. Et au contraire, pour les aliments à indice bas, on retrouve les légumineuses, beaucoup de fruits et légumes, les salades, etc. Ça, c'est un tableau en moyenne, et d'autres facteurs jouent aussi. De façon générale, l'indice glycémique est d'autant plus élevé, plus un aliment est cuit, liquide, transformé et pauvre en fibres. C'est pour ça qu'on peut privilégier des aliments crus ou peu cuits, solides, comme un fruit plutôt qu'un jus de fruit, non transformés ou peu transformés, et riches en fibres. Tout ça, c'est pas une méthode miracle, et d'ailleurs pour un même aliment, la glycémie n'évolue pas exactement de la même manière pour tout le monde, mais les conclusions générales sont simples et intéressantes à connaître pour guider ses choix de repas. Et bien sûr, il y a un autre facteur qui fait augmenter le taux de sucre dans le sang, c'est la quantité de ce qu'on mange. On parle alors de charge glycémique pour prendre en compte l'indice glycémique et la quantité. Si vous êtes encore là, ça a dû vous intéresser, donc abonnez-vous et il y a plein d'autres vidéos qui arrivent avec même un nouveau format. Voici le tableau récap, vous pouvez faire une capture d'écran et bien sûr partagez cette vidéo à vos proches si vous avez des débats sur le sujet. Et je suis aussi conférencier, donc si vous voulez une conférence en sciences ou en environnement, mon mail est juste ici et en description. Vous avez juste à m'écrire. Merci à Louane pour son montage au top, à Emilien pour son aide sur les recherches et l'écriture. Cliquez juste ici pour voir l'impact de l'alimentation sur tous les enjeux environnementaux. Et je vous dis à très bientôt.